Bienvenue pour cette nouvelle émission réalisée en partenariat avec la revue Conflit, dont le dernier dossier est consacré à la géopolitique de la peur, revue que vous pouvez retrouver en kiosque et sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, avec notamment les anciens numéros en format numérique et en format papier. Nous allons évoquer dans cette émission la question des libertés publiques qui sont pas mal malmenées depuis un an, depuis mars 2020 et le début de cette pandémie de coronavirus. Et nous allons l'aborder selon deux approches. Une approche nationale avec les différentes mesures qui ont été prises à l'encontre des libertés publiques, et nous allons voir les problèmes que ça pose. Et puis également une approche locale en évoquant le secteur touristique et notamment le secteur du ski. Et comme nous le verrons aussi, le secteur touristique touche beaucoup d'autres secteurs économiques puisque c'est un écosystème qui fait vivre de nombreux secteurs. Pour parler de ces sujets, je reçois Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie. C'est votre deuxième mandat comme sénateur et vous travaillez notamment sur ces questions à la fois de liberté publique, vous êtes vous-même diplômé en droit, et évidemment, en tant que Savoyard, vous avez été aux premières loges de la fermeture des stations de ski d'une part, les hôtels, et puis vous nous expliquerez également comment l'ensemble de l'économie est impacté, s'il y a eu des aides, et s'il y a eu aides, comment est-ce qu'elles sont organisées ou effectives. Avant d'aborder la question de la Savoie, venons au sujet national, vous avez beaucoup suivi ces questions-là au Sénat. Pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, peut-être remettre en perspective le rôle du Sénat, parce qu'on entend souvent dire que le Sénat ne sert à rien, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a la dernière main à la patte des lois, et donc même si le Sénat modifie ou retoque une loi, c'est l'Assemblée qui décide en dernier recours. Alors cette assertion est fausse, mais enfin il faut quand même le préciser. Quel est justement le rôle du Sénat dans ce processus législatif ? Et concernant les libertés publiques, quelles sont les actions que le Sénat a pu mener pour essayer d'en garder quand même quelques-unes ? Alors disons d'abord que cette assertion est juridiquement fondée, mais elle est politiquement fausse, et depuis 1958, on sait très bien que la navette parlementaire aboutit en règle générale à un accord entre les deux chambres. De l'ordre de 85% des textes de loi ont été adoptés avec un consensus, un accord, un compromis, qui est voté souvent en commission mixte paritaire. Dans 15% des cas, c'est vrai qu'il y a le constat d'un désaccord et que c'est finalement l'Assemblée nationale qui tranche. Donc, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est une commission avec des députés et des sénateurs qui se mettent d'accord sur le texte final. Qui se mettent d'accord sur le texte final, sur les morceaux du texte qui restent en discussion. Car si l'Assemblée nationale et le Sénat votent le même texte, à ce moment-là, le texte est consolidé et devient la loi. Prenons un exemple très simple. 1981, François Mitterrand met en œuvre sa promesse d'abolir la peine de mort. L'abolition est votée à l'Assemblée nationale, elle est votée dans les mêmes termes au Sénat, on peut dire que le Sénat a aboli la peine de mort. Donc, il n'y a pas eu de deuxième lecture, il n'y a pas eu de commission mixte paritaire. Parfois, il arrive que même au terme de la première ou de la seconde lecture, on ait un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Par contre, ce qui est vrai à dire également, c'est que le Sénat, dans son histoire, parce qu'il représente les territoires, parce que sa sociologie est différente, parce que la culture du compromis venant du monde des élus locaux est plus une culture au Sénat qu'à l'Assemblée, c'est une institution qui est une institution très préoccupée de la défense des libertés publiques. On l'a vu par exemple avec la question de la déchéance de nationalité voulue par François Hollande. C'est le Sénat, plus conservateur en règle générale que l'Assemblée, qui a bloqué cette réforme de la Constitution très, très en amont pour dire que ça n'était pas une bonne chose. Et souvent, le Sénat amène ce sujet-là. Et à l'intérieur de l'institution sénatoriale, il y a la commission des lois. On a vu ces dernières années, notamment avec l'affaire Benalla, combien cette commission était capable de rappeler les prérogatives parlementaires, de contrôle de l'action du gouvernement, d'évaluation des politiques publiques. Et donc, on a une institution aujourd'hui, dans le bicamérisme à la française, qui s'est à nouveau camper dans le paysage politique comme une institution à la fois de contrôle et de garantie des libertés fondamentales. D'autant qu'avec la modification, passage du septennat au quinquennat, l'Assemblée nationale étant élue dans la foulée de la présidentielle, généralement on a une assemblée qui est de la même couleur que le président, et donc le Sénat devient la seule chambre de contre-pouvoir ou de contrôle. Absolument. Si vous avez une élection législative dans la foulée de l'élection présidentielle, donc qui devient une forme, comme dit Gérard Larcher, de réplique sismique de l'élection présidentielle, alors il faut qu'on ait une autre chambre qui est désignée par moitié,
dans un timing politique qui n'est pas le timing politique de l'élection présidentielle et donc des législatives, et qui permet d'avoir une assemblée beaucoup plus libre dans sa composition. On voit bien d'ailleurs le groupe majoritaire, La République En Marche, et reste un groupe très faible au Sénat. Et on a un Sénat qui est un Sénat plus qui correspond davantage à l'ancien monde quelque part. Et donc c'est dans ce cadre-là, les anciens clivages gauche-droite par exemple demeurent et sont utiles quand arrivent des textes qui sont des textes liés à la bioéthique, aux collectivités territoriales, à toutes les questions sécuritaires au sens terrorisme du terme, sécuritaire au sens sanitaire du terme, d'avoir ces lectures-là avec finalement des opinions plus traditionnelles que celles qu'on peut connaître avec cette forme de relativisme qu'on a à l'Assemblée nationale. La commission menée par Philippe Bas sur l'affaire Benalla a aussi permis peut-être de faire redécouvrir l'importance du Parlement. La France est un pays qui est extrêmement centralisé autour du président, et donc il n'y a pas vraiment de culture parlementaire, comme on peut l'avoir chez nos voisins anglais, italiens ou autres. On s'est rendu compte aussi qu'un Parlement pouvait être utile et qu'un président ou un gouvernement ne faisait pas ce qu'il voulait et qu'il devait passer par le Parlement. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations ou d'extension des pouvoirs du Parlement, notamment avec la réforme de 2008, voulue par le président Sarkozy. Donc, ça fait partie des évolutions qui sont importantes. Si on regarde la démocratie américaine, avant des grandes nominations, notamment des nominations à la Cour suprême, vous avez les candidats qui sont passés au grill du Parlement. Et finalement, on a un dispositif assez proche quand le Parlement doit auditionner un certain nombre de candidats des fonctions importantes, des présidences d'autorités administratives indépendantes en particulier. Et donc, oui, je pense qu'on a gagné, et on a pu, avec l'affaire Benalla et avec le fait qu'on rend maintenant public ce type de moment, on peut permettre de montrer aux Français qu'il est utile d'avoir un Parlement qui va étrier, qui va poser les questions qui parfois sont des questions qui gênent ou qui fâchent. Et donc c'est tout à fait notre rôle. Et la liberté de parole, moi pour l'avoir expérimenté moi-même dans l'affaire que vous évoquez, l'affaire Benalla, évidemment, c'est très intéressant d'avoir une liberté de parole, une liberté de poser une question à Patrick Strodal, directeur de cabinet président de la République, à Alexandre Benalla lui-même, ou à tel grand directeur de la police ou de la gendarmerie, de poser des questions très directes et de le faire sur la place publique. Et ça, je pense que la démocratie y gagne. Alors justement, en termes de démocratie, on a vu deux choses qui sont un peu surprenantes. Il faut peut-être nous les expliquer en termes de liberté publique. Le premier, c'est qu'on voit un gouvernement qui dirige ou qui prend des décisions via le Conseil de défense, qui normalement n'est pas fait pour ce genre de choses, enfin, pas pour des sujets sanitaires, il est fait pour des sujets militaires, il a été créé pour ça. Ça semble être devenu un petit peu la norme en matière de gouvernement. Et le deuxième élément, c'est la création de cet état d'urgence sanitaire qui est sans arrêt prolongé, et qui permet de s'affranchir du Parlement, ce qui là aussi en termes de contrôle est un peu problématique. Alors moi je suis pas critique sur le fait que l'exécutif s'entoure des meilleurs experts pour prendre les meilleures décisions. Surtout face à une pandémie dans laquelle il est nécessaire d'avoir les meilleures informations scientifiques au meilleur moment et de pouvoir prendre les décisions les plus ajustées. Ça me pose pas de difficulté en soi. Pour peu que évidemment les décisions soient prises au niveau politique, et on a vu pour le troisième confinement qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas encore eu lieu, que le président de la République, à un moment donné, s'est affranchi des conseils qui lui ont été donnés. Et on voit bien, ils sont légion dans les différents plateaux de télévision en direct, que le consensus scientifique n'existe pas ou n'existe plus sur cette question-là aujourd'hui. Le Parlement, et on l'a vécu, puisque moi j'ai fait partie du comité de suivi dès le 23 mars 2020, donc dès les premières mesures prises suite aux annonces faites par le président de la République, combien il faut que le Parlement continue d'avoir un fonctionnement le plus normal possible et une capacité à poser un certain nombre d'interrogations, voire continuer à voter la loi, ce qu'on lui demande. Et c'est sûr qu'en disant qu'il faut être rapide, efficace, qu'on confie toute une partie du travail parlementaire à la législation par ordonnance, qui par définition est le fait que l'exécutif s'arroge la capacité d'écrire la loi, sans débat parlementaire, qu'en plus de ça, des mesures très attentatoires aux libertés publiques ont été prises,
d'abord pour la bonne cause, et ensuite on pourra se poser des questions. Il y a quand même la question du passeport vaccinal qui se pose de manière crue. Il y a quand même un certain nombre de libertés publiques qui ont été durablement affectées. Il faut qu'à ce moment-là, le Parlement, quand il pose des questions, ne soit pas considéré comme l'endroit qui remet en cause la lutte contre l'ennemi, qui est le virus, mais qui est plutôt le Parlement qui est dans son rôle justement de contrôle et de dire qu'il faut que certaines limites ne soient pas franchies, ou que de moins que si les limites doivent être franchies, en termes d'atteinte aux libertés, il faut vraiment se poser la question du retour à la normale le plus vite possible. Et on le voit bien, dans la lutte contre le terrorisme, comme dans la lutte contre la pandémie, un certain nombre de dispositions rentrent dans le droit positif, dans le droit classique, dans le droit général, et c'est un risque, puisque c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça marche bien, d'avoir un exécutif qui est extrêmement puissant et extrêmement actif. Sauf que on s'habitue, il y a une forme d'accoutumance à finalement un régime qui n'est plus un régime libéral. Et donc ça pose une vraie difficulté. Oui, parce que si on peut comprendre qu'on ait pris des mesures d'urgence en mars 2020 pour répondre à une situation de crise, le fait que cela dure et qu'on ne s'interroge pas depuis un an sur à la fois l'utilité et en même temps les fondements intellectuels et politiques que ça pose, je pense au couvre-feu par exemple, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave. D'ailleurs aux Pays-Bas, il y a eu des émeutes lorsque le couvre-feu a été établi, l'interdiction de la circulation entre les régions, même simplement le fait d'interdire les gens de sortir par un confinement. Il n'y a pas eu de réflexion générale sur à la fois le bien fondé technique d'une part, mais aussi le bien fondé politique au sens propre, intellectuel. Est-ce qu'on peut comme ça enfermer les gens, c'est-à-dire de sortir ça pose des vrais problèmes politiques et philosophiques. Ça pose des vrais problèmes de concept sur notre relation même, individuelle et collective, à la notion de liberté. Moi, je considère que la liberté est le fêtage de tout. Et souvent, on essaye de mettre en balance liberté et sécurité, de mettre en balance liberté et santé. Moi, je considère à l'inverse que si on peut tolérer un certain nombre de mesures qui enfreindront temporairement nos libertés, pour autant, il faut pas oublier que notre régime politique et notre vie démocratique, elle est très largement alimentée et dominée par la notion de liberté. Et le paradoxe de cette affaire, c'est que les Français ont été extrêmement dociles. Les Français ont intégré très vite des contraintes importantes de leur propre vie privée, avec cette attestation qu'ils se signaient à eux-mêmes, c'est quand même une invention assez incroyable, et puis parfois avec des demandes de dire il faut durcir. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de police et de gendarmerie. Il y a eu des faits de délation extrêmement nombreux, parce que le voisin ne respectait pas strictement le confinement tel qu'il était exigé par l'État. Et ce type de comportement, moi, m'alerte parce que on doit quand même avoir une réflexion. Objectivement, le Sénat siège à demi-jauge, c'est-à-dire qu'on est dans l'hémicycle à moitié de 348, quand les amphis étaient fermés, quand les églises étaient fermées, quand les ciné-théâtres sont toujours fermés, quand les remontées mécaniques, je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Alors que le métro est ouvert. Alors que le métro est ouvert et qu'on est en plein air et il n'a pas été prouvé ni en Suisse ni en Autriche qu'à Noël il y a eu le moindre cluster dans la mesure où un certain nombre de précautions sont prises. Enfin, je veux dire, franchement, il y a un moment où il faut se poser la question du sens même de ces interdictions, de ces atteintes aux libertés publiques. Et donc, je pense que c'est vraiment le rôle du Parlement de poser ces questions et de secouer parfois l'opinion en disant que sur tel point ou tel point, on n'est pas d'accord. Et finalement, c'est vrai qu'il y a une telle demande de sécurité qu'on est prêt en tout cas, apparemment, une majorité de Français sont prêts à supprimer toute liberté au nom de la sécurité. On a eu même problème avec le terrorisme. On a mis en place en 1995, 94, 95 avec les attentats, le plan Vigipirate qui dure encore. On a l'impression que c'est ad vitam aeternam, que jusqu'à la fin du monde. C'est le risque principal, c'est de voir que le droit, finalement, va s'imprégner de ces mesures-là et qu'elles vont devenir pérennes ou permanentes. Et ça, c'est une vraie inquiétude pour le législateur. Moi, je suis membre de la commission des lois. Au Sénat, on fait très attention à ces notions-là pour mettre des délais et que dans le temps, on ait vraiment des limites, une temporalité pour que ces mesures deviennent caduques et que le Parlement doive y revenir si nécessaire.
Alors, allons maintenant en montagne, en Haute-Savoie, donc vous êtes élu. Donc, il y a eu cet événement extrêmement grave, on va y revenir sur la fermeture des remontées mécaniques, extrêmement grave parce que ça a mis à plat l'économie du tourisme et également le reste. Et vous l'avez dit, ce qui a été quand même très surprenant, c'est qu'on peut prendre le métro, qui est un endroit confiné, et on est serré. En Suisse et en Autriche, on a pu aller skier, ou en tout cas le ski était autorisé, et on se dit qu'a priori, dans une remontée mécanique, un tire-fesse, en plus l'hiver, on est quand même pas mal habillé, avec passe-montagne et autres, le risque de se faire contaminer par le virus paraît quand même assez faible. Et pourtant, ça a été imposé. Et alors, c'était imposé en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on a eu la promesse de réouverture, un petit peu pour faire avaler la potion, et puis finalement, rien n'a rouvert. Alors d'abord, en termes de temporalité, je pense que ça a été vendu, comme vous le dites, cette mesure a été vendue en disant on sacrifie Noël au profit des vacances de février. Bilan de la manœuvre, on n'a eu ni l'un ni l'autre. Que deuxièmement, il y a eu dans les discussions européennes, avec les Allemands notamment, un alignement de la France sur la position allemande. Quand les Andorrans, les Espagnols, les Autrichiens, les Suisses ont ouvert et maintenu ouvert leur remontée mécanique. Et je pense qu'il y a une approche sociologique assez centralisée, assez parisienne, de la vision de ce que sont les vacances au sport d'hiver. On dit que c'est pour les riches. En fait, sociologiquement, c'est les CSP+, qui vont au ski, qui ont les moyens de se payer des vacances de ski. On estime, je pense que l'exécutif a estimé qu'il n'aurait pas été compris que les personnes puissent aller au ski quand on imposait un certain nombre d'autres mesures à l'ensemble du pays. Et ça, c'est une vision dont je comprends le raisonnement. Par contre, de mon point de vue, et du point de vue au Savoyard, la vraie difficulté, c'est que pour nous, cette industrie, elle est vivrière. Et les personnes qui travaillent dans les stations de sport d'hiver, les saisonniers en particulier, mais aussi les hôteliers, restaurateurs, les opérateurs de remontée mécanique, tous les métiers en cascade de la sous-traitance, sont des gens qui ont été du jour au lendemain empêchés de travailler. Et ce sont des gens qui ont besoin de cela pour vivre, tout simplement. Et nous, on ne peut pas avoir seulement cette vision très centrée, très sociologique des choses. Nous, on a une vision d'accueil d'une population touristique. Et on a un autre phénomène, c'est que nous, le ski, chez nous, c'est notre culture, c'est notre manière de vivre. Moi, je suis père de 3 enfants. Mes enfants de 12, 10 et 6 ans, ils vont au ski plusieurs fois par semaine. C'est une activité sportive, c'est une activité du quotidien chez nous. On va au ski le week-end, les locaux entre guillemets. Et cette population-là, elle est également privée de cela. Alors, quand les restaurants étaient fermés, ainsi que les discothèques, que les hôtels étaient limités à leur activité vraiment hôtelière stricte, il n'y a pas de restaurant d'hôtel d'ouvert. Pour quelle raison on a eu cette interdiction-là ? Aujourd'hui, c'est une décision que je continue à ne pas comprendre, en tout cas à ne pas partager. Et en Suisse, donc les frontaliers de la Savoie, ils ont fait comment ? Ils ont laissé ouvert ? Ils ont mis des restrictions ? En Suisse, il y a eu des restrictions du côté France, donc ça veut dire que l'accès à la Suisse a été limité, et le retour de Suisse a été l'objet de contrôle. On pourrait y revenir d'ailleurs, dans quelles conditions, c'est quand même assez invraisemblable, mais en Suisse, les hôtels étaient ouverts, un certain nombre de restaurants étaient ouverts, notamment d'altitude, en particulier les terrasses. Ils ont eu des mesures assez drastiques en termes de distanciation, et globalement, il n'y a pas eu de cluster. Alors justement sur cette question frontalière, parce que on touche là à un point sensible, parce qu'en plus la question de la frontière est abordée dans d'autres thèmes politiques, et donc on a eu parfois l'impression que l'État est incapable de gérer certaines frontières, et par contre la frontière entre la Savoie et la Suisse là a été particulièrement contrôlée, et qu'on a eu des moyens politiques avec des contrôles parfois assez surprenants. Alors, la Suisse fait partie des accords de Schengen, donc c'est un paradoxe. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est membre des accords de Schengen et de Dublin. Donc c'est une frontière qui existe encore physiquement, avec de manière générale encore des contrôles dans les deux sens. Surtout d'ailleurs avec une présence importante de douaniers de gardes-frontières suisses. Mais c'est une frontière qui est fréquemment franchi, parce qu'on a un phénomène qui est le phénomène des frontaliers, qui fait que l'agglomération genevoise
dépasse largement la frontière du canton. Il y a Genève à 5 km de frontière avec la Suisse et plus de 100 km avec la France. Donc c'est vraiment une enclave en territoire français depuis le traité de Vienne qui fait que on a une réalité aujourd'hui démographique qui est tout à fait particulière. La métropole genevoise, elle est suisse et énormément française. Donc il y a eu des mesures qui ont dû être prises dès le mois de mars pour permettre aux Français d'aller travailler à Genève, parce que beaucoup de Français travaillent dans les institutions sanitaires. L'hôpital de Genève est à 40% composé de salariés français. Et puis il y a eu, au moment des vacances de Noël et de février, ces mesures particulières sur les Français qui oseraient défier ou qui braveraient l'interdiction d'aller au ski. Et là, il y a eu beaucoup, honnêtement, de communication, notamment de la part de l'État, pour montrer qu'on allait sanctionner. Quand on regarde les choses, en fait, il n'y a pas eu tant de contrôle de ça, et surtout, il n'y a pas eu tellement de verbalisation. Ce que le premier confinement a démontré, c'est que nous avons une imbrication qui va au-delà du travail. Il y a des enfants dont les parents sont séparés, le papa est en Suisse, la maman est en France. Dans la même agglomération, vous avez des phénomènes de vie sociologique comme dans une ville. Et donc, ça rend un certain nombre de choses plus difficiles à aborder que simplement de dire il y a la frontière, là il y a la France, là il y a la Suisse. La réalité humaine est beaucoup plus complexe. Je reviens sur la question des remontées mécaniques pour essayer de comprendre comment fonctionne cette économie. Les personnes qui s'occupent des remontées mécaniques, donc ce sont des saisonniers, c'est-à-dire que le reste de l'année, quel est leur métier? Ils sont dans d'autres régions touristiques ou ils sont dans d'autres secteurs économiques de la Savoie? Alors c'est très divers, hein. Il y a autant de modèles qu'il y a presque de saisonniers. On a par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup aux questions forestières, des ouvriers de l'ONF qui travaillent en période estivale comme ouvriers forestiers et qui l'hiver sont moniteurs de ski. Vous avez des agriculteurs qui ont de la même manière une activité, une pluriactivité entre la ferme et des activités notamment dans les sociétés de remontée mécanique. Vous avez des serveurs qui vont être sur la côte méditerranéenne l'été et en station l'hiver. Enfin, il y a vraiment ce modèle-là qui existe et qui est chez nous très important, avec des problèmes d'ailleurs de chiffre d'affaires parce que pour un certain nombre d'entre eux, notamment les agriculteurs, ils ont la même société, la même activité, et pour des questions de couverture sociale, c'est très difficile pour eux de bénéficier des aides des deux côtés. Ils sont toujours agriculteurs, avec un gros chiffre d'affaires et peu de revenus, tandis on leur interdit d'avoir une activité notamment je pense à ceux qui sont moniteurs de ski, où finalement le chiffre d'affaires correspond aux revenus et est moins important. Donc c'est des choses très techniques sur lesquelles on essaye d'intervenir, notamment en tant que parlementaire, avec les acteurs locaux, pour essayer de répondre à ces familles et à ces personnes qui ont des difficultés très concrètes. Et ça veut dire aussi, s'il n'y a pas d'activité touristique, que tous les débouchés, je pense notamment à l'agriculture, puisque quand on va au ski, on déjeune, on mange, on consomme les produits locaux. Donc le secteur agricole, qui est aussi très important en Savoie, a dû être probablement impacté aussi. Son agriculture n'a pas pu avoir lieu cette année, c'est aussi un débouché important. Dans le secteur agricole savoyard, quelle est la situation aujourd'hui? Alors, c'est très différent d'un secteur agricole à l'autre. Le premier secteur agricole auquel on pense, c'est le fromage. Paradoxalement, il n'y a pas eu de stock de fromage de constitué et il y a eu une habitude de consommation ou un transfert de consommation qui fait qu'il n'y a pas eu de difficulté, à l'instant où on se parle, avec la consommation de fromage. Il y a un vrai problème avec la viticulture, puisque le vin de Savoie est un vin qui se boit en Savoie. Si vous connaissez le vin de Savoie, vous l'avez forcément bu chez nous. C'est pas un vin d'exportation au niveau national, encore moins à l'international, hormis quelques niches. Et donc là, il y a un vrai problème de stock, puisque le vin de l'hiver n'a pas été consommé. Je pense notamment aux stations et aux restaurants d'altitude, où là, vraiment, il y a une difficulté. Globalement, c'est un secteur qu'on suit de très près, avec le département de la Haute-Savoie, le département de la Savoie, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, qui est une institution entre les deux départements. Et donc, on fait très attention à la situation des agriculteurs. Mais globalement, voilà, à part le domaine de la viticulture. Et les hôteliers, eux, les hôteliers, ils ont eu ils ont eu deux types d'aides, les aides d'État au niveau national et des aides montagne spécifiques pour venir tenir compte de la saisonnalité. Parce qu'en montagne, vous faites votre chiffre d'affaires
non pas sur 12 mois, mais sur 3 mois. Et donc, les conséquences, notamment liées à la fermeture d'un certain nombre d'hôtels, fait qu'on a dû avoir des mesures beaucoup plus fortes sur les 3 mois d'hiver. Vous pensez qu'il y aura un rattrapage l'été avec un tourisme d'été ou c'est très différent comme activité ? Alors, tout dépendra de l'été qu'on vivra. On l'a vécu déjà en 2020 avec un été plutôt positif. La nécessité pour les Français de prendre l'air, d'aller aussi au contact de la nature, dans des espaces où on a l'impression d'être moins agglutiné, entre guillemets, qu'on peut l'être en ville ou qu'on peut l'être sur un certain nombre de stations, on va dire, balnéaires, milite sans doute pour la montagne. Quelles sont les autres grosses activités industrielles en Savoie ? Parce que le tourisme est une chose, la culture aussi. Il y a aussi beaucoup d'activités de confection, d'industrie, Alors, on a en Savoie, comme en Haute-Savoie, une tradition industrielle absolument considérable, avec des fleurons. Je pense à Mobalpa, je pense à Somfy, je pense à SNR qui fait les roulements. En Savoie, avec des choses qui sont plus liées aux métaux. Et puis, moi qui suis élu de la vallée de l'Arve, on a évidemment tout le décolletage, qui est un secteur économique extrêmement fort, très lié à l'automobile, au médical, à l'aéronautique. Et là, des paradoxes, des secteurs qui nous inquiétaient énormément au mois de mars l'année dernière et qui finalement ont tourné. Un drame absolu dans le domaine de l'aéronautique, puisque là, il faut rien, oui. Voilà, donc des commandes annulées. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a des pièces dans l'aéronautique qui sont des pièces de renouvellement, mais même ces pièces-là sont aujourd'hui quasiment plus fabriquées. Donc on a une vraie inquiétude dans ce domaine-là. Et ils font une partie importante de leur chiffre d'affaires à l'exportation ? Bien sûr. Donc ça veut dire que confinement, fermeture des frontières aussi, c'est un sujet pour eux en matière de survie de leur activité ? Non, parce que la fermeture des frontières n'a pas forcément impacté les marchandises. Donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont été maintenues entre les États-Unis et nous, ainsi que dans l'Union européenne. Mais c'est plutôt la baisse de la commande qui a fait que, notamment je pense à l'aéronautique, qui a fait les carnets de commandes se vider en quelques jours et ne pas reprendre du tout un rythme aussi important. Donc il y a des enjeux de diversification. Il faut que ces entreprises, au moins temporairement, arrivent, pour ne pas perdre leur savoir-faire, à faire autre chose que les marchés sur lesquels elles étaient. Et les échanges avec l'Italie, est-ce qu'ils le reprennent ? Lombardie en plus, Lombardie, Piémont ont été très fortement touchés par l'épidémie et très fortement fermés. Donc, est-ce que ça, c'est des territoires vers lesquels la Savoie travaille ou échange ? Alors, on a des échanges évidemment avec nos voisins italiens, nos voisins suisses, qui sont pas tellement affectés en matière de marchandises. Ça l'a été un petit peu pendant surtout le premier confinement, où tout s'est arrêté, des deux côtés de la frontière, des deux côtés des frontières. La Lombardie ou la région du Pô sont des régions très industrielles et donc elles ont les mêmes difficultés que nous. Et la question de l'automobile se posera en Italie et évidemment en Haute-Savoie, notamment dans la vallée de l'Arve, parce que les mutations qui ont été déjà entamées avant même la crise sanitaire se poursuivent, avec notamment l'évolution vers l'électrique, les questions de la motorisation diesel, de la motorisation du moteur à explosion tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec vraiment des bouleversements très importants de notre industrie. Parce que la vallée de l'Arve travaille notamment avec Fiat ou avec les industries turinoises ? Elle travaille avec les grands constructeurs français, elle travaille avec les constructeurs allemands, et elle doit travailler aussi avec les constructeurs italiens, mais en termes de masse, c'est moins important, évidemment, que les constructeurs français ou allemands. Et alors, le fait de leur imposer justement le passage à l'électrique, c'est-à-dire que ça suppose en quelques années assez rapides de changer des outils industriels ? Alors, dans un moteur électrique, il y a beaucoup moins de pièces de décolletage que dans un moteur à explosion traditionnel diesel, par exemple. Et donc, la question qu'on pose, nous, acteurs du territoire, c'est de savoir si le seul moteur propre ou la seule conception d'un moteur propre est le moteur électrique, qui pose plein d'autres difficultés, sur les batteries, de recyclage de batteries, etc. Donc, on a sur les questions d'hydrogène, sur les questions de moteurs hybrides, des questions qu'on doit se poser sur des moteurs moins consommateurs en carburant fossile, mais qui peuvent toujours être des moteurs qui sont très performants. Autre question qui est en rapport aussi avec le tourisme, la question des paysages et de l'entretien des paysages, parce que
l'agriculture a aussi cette fonction-là. Les paysages ne sont pas naturels, ils sont construits par l'homme, les forêts, ils sont aménagés. Le ski en fait partie aussi. Ces questions-là, comment vous les intégrez aujourd'hui par rapport au tourisme, à l'agriculture, sur la protection des paysages naturels, le fait de les entretenir aussi? Vous évoquez le cas des forêts. Les forêts, ça s'entretient. Si ça ne s'entretient pas, elles meurent et sa physionomie est complètement transformée. On a des enjeux en Pays de Savoie très forts d'adaptation au changement climatique, parce qu'on a des espèces qui aujourd'hui montent en altitude et qui modifient le paysage. On a une consommation foncière très importante liée à l'étalement urbain, mais aussi au fait que la forêt avance sur les espaces agricoles, puisque la pression animale est de moins en moins forte. Et puis, on a une nécessité de responsabiliser les acteurs publics, essentiellement les communes et intercommunalités, et également les acteurs privés, à se rendre responsables des espaces agro-pastoraux qui sont notamment les alpages ou les secteurs agricoles en plaine, et puis toute la dimension forestière. On a un morcellement de la propriété forestière dans nos départements qui est importante, et donc les deux départements et le Conseil Savoie-Mont-Blanc en particulier sont des acteurs très forts pour donner des capacités d'intervention publique. Je pense notamment aux procédures de récupération des biens sans maître, pour que les communes se rendent propriétaires de biens qui sont délaissés par le fait que l'activité agricole est moins forte qu'auparavant, et d'avoir une capacité d'être toujours présent. Et effectivement, cet héritage qu'on a eu notamment par l'héritage monastique, finalement, au moment où de grandes abbayes se sont installées dans nos départements, où il y a eu cette culture de la bisaisonnalité, en plaine et en montagne, d'avoir une activité agro-pastorale. On doit garder ça, sinon on va avoir un refermement des paysages en Pays de Savoie qui fera que on aura Alors c'est pas que la carte postale, c'est aussi la capacité de maintenir un modèle sur des produits agricoles à très, très forte valeur ajoutée. Le Beaufort, le Reblochon, l'Abondance, les différentes tomes, qui sont des choses qui font notre culture, notre agriculture et notre image à l'extérieur, en France, à l'étranger. Ça, c'est très important pour regarder ce modèle. L'étalement urbain, c'est un vrai sujet alors, en Savoie et ailleurs en France, parce que c'est assez contradictoire. D'un côté, la population veut protéger les paysages et les conserver, mais de l'autre, elle veut aussi avoir une maison plus grande, de plus habiter en centre-ville. Et nous sommes un département, la Haute-Savoie, qui gagne plus de 10 000 habitants par an. C'est une des plus fortes croissances, en très grande partie liée à Genève, et on a une nécessité d'accueillir des travailleurs. Donc on a effectivement ce paradoxe, et puis cette imposition qui va nous être faite dans la loi du zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'on va devoir répondre à ces enjeux avec une obligation qui sera la même que dans un département qui perd des habitants. Nous, on en gagne 10 000 par an. Et donc, il y a cette obligation, et il y a également l'obligation de 25% de logements sociaux avec la loi SRU, donc absolument. On vous oblige aussi à construire. Et il y a clairement des communes qui ne peuvent pas répondre aux obligations légales, parce qu'elles sont totalement construites, que le foncier y est très cher, et qu'on ne peut faire la ville que sur la ville. Donc finalement, détruire un habitat intermédiaire ou un habitat individuel pour construire du logement collectif, et donc changer complètement la sociologie de certaines communes, avec des enjeux financiers considérables. Aujourd'hui, acquérir à la frontière suisse quelques centaines de mètres carrés pour construire, ce sont des opérations extrêmement onéreuses que les opérateurs publics ou privés du logement social n'arrivent plus à faire. Et pour les Savoyards de longue origine, le problème aussi est de voir la montée du prix de l'immobilier, et donc que les enfants puissent plus se loger ou se logent moins bien, compte tenu de cette évolution-là, non ? On a des territoires de Haute-Savoie, je pense à la ville de Megève, ou je pense à Chamonix, qui perdent des habitants de manière structurelle, où les enfants du pays sont chassés, parce que les frais de succession sont tels sur un bien immobilier qu'ils doivent le vendre pour pouvoir payer les frais. Et donc, ce sont des gens qui sont repoussés plus loin dans le département et qui doivent quitter l'endroit même où ils sont nés, où leurs parents et grands-parents ont vécu. Donc, c'est quelque chose qui pose des difficultés. On a ça sur un certain nombre de territoires littoraux en France, avec la même problématique. Et donc, on a un vrai problème fiscal à se poser sur des endroits très particuliers. Alors évidemment, quand on commence à aborder ce genre de sujet, y compris au Parlement, on nous dit qu'on a des problèmes de riches, mais les problèmes de riches sont souvent de vrais problèmes qui sont beaucoup plus durs à résorber
que des problèmes tout simplement. Oui, il y a eu le cas un peu symptomatique de l'île de Ré où des gens payaient l'ISF alors qu'ils avaient des terrains qui ne valaient rien, sauf qu'ils le vendaient, mais ils ne pouvaient pas partir de chez eux. Ça, cette question des frais de succession est un élément, on ne s'en rend pas forcément compte, sauf quand on est confronté par un décès. Il y a la question des biens fonciers familiaux, puis il y a également la question des entreprises, où ça peut amener aussi des personnes à vendre l'entreprise, à ne pas pouvoir la reprendre. C'est vrai. C'est plus vrai dans le domaine de la propriété privée stricte que dans le domaine du monde de l'entreprise, parce qu'on a une culture entrepreneuriale en Haute-Savoie qui est très forte, avec un tissu de TPE et de PME qui est quand même très vivant. Donc, je ne méconnais pas ce problème-là, mais il est beaucoup plus fort sur ces questions de successoral en matière de biens fonciers pour les habitations, et vraiment créer un phénomène d'exil, d'exode, enfin même à quelques kilomètres de là, et créer surtout un sentiment de dépossession qui est considérable. Et au-delà de la question des droits de succession, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait pour essayer de résoudre ce problème ? Je pense qu'on doit avoir, là comme ailleurs, un droit de différenciation, de prise en compte de choses tout à fait spécifiques qui méritent d'être vues. On l'a vu par exemple avec les aides dans le cadre de la crise sanitaire. Moi, j'ai une obsession, je l'ai dit au ministre Dussopt, au ministre Giraud, et je le répète, il faut faire du monitoring commune par commune. Les mesures nationales, c'est très bien, et d'ailleurs, elles ont été versées largement, mais il y a des communes qui ont une originalité financière qui fait qu'elles ne sont comparables à aucune autre, et qui fait que si on ne leur apporte pas une aide spécifique du coût humain, du sur-mesure, eh bien ces communes ne monteront pas leur budget 2021 ou 2022. Elles n'arriveront pas à exécuter leur budget, elles seront ruinées avant de pouvoir le faire. C'est là où un département est utile, justement, parce qu'il est le bon échelon entre le national et le local. Alors c'est là où le département est utile, d'abord comme collectivité, parce que c'est un élément péréquateur, et le département de la Haute-Savoie est un département qui a demandé les éléments financiers pour aider les communes en disant on viendra en appui, mais c'est là aussi où c'est un élément cartographique de l'action déconcentrée de l'État, où à la main du préfet, il doit y avoir une capacité de réponse. Si on attend de n'avoir, encore une fois, dans notre culture hyper centralisée française, la capacité dans des tableurs à Bercy, de dire « Ah oui, mais finalement, cette commune, elle n'a pas de problème, elle a un potentiel fiscal et financier extrêmement élevé, elle a des ressources extraordinaires. » Et quand on ne se rend pas compte que c'est une station de sport d'hiver qui a également en face des charges extrêmement importantes, alors on a un paradoxe et on ne sait pas répondre. Donc cette culture-là, on doit, j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs dans l'avenir proche de pouvoir y répondre, mais une capacité à nous réinventer et à avoir vraiment un principe de subsidiarité qui s'applique vraiment. Et effectivement, je vous rejoins, l'échelon départemental est pertinent. Bien, merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir évoqué ces questions à la fois de liberté publique et également le cas intéressant de la région de la Savoie, Haute et Savoie également. Et merci pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez donc retrouver les numéros de conflit en kiosque et sur notre site internet, et puis les autres émissions sur notre chaîne YouTube et nos séries de podcasts. À très bientôt. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonski, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre,
aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir, de la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un 4e numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.